Chapitre 2. Apprendre à vivre avec la politique. Il n'y eut aucun collectif créé pour le relogement des sinistrés de la Villa Poirier, ou de toit offert par la ville de Paris et l'État. C'était à nous d'en trouver un. Ce fut donc à Saint-Claude, dans le parc de Montretout, la maison d'Hubert Lambert, léguée par héritage à mon père. Hubert Lambert, héritier des ciments éponymes, n'était pas l'oncle caché d'Amérique par où nous vient la bonne fortune. C'était un ami de Le Pen, et bien que cette relation fût importante, pour l'un comme pour l'autre, la profonde amitié de cœur et d'esprit qui les liait depuis des années ne fut pas la principale et unique raison de son geste. On a collé à Le Pen l'image du diable, d'abord, d'accord. Mais parmi les innombrables calomnies d'une injustice absolue proférées à son encontre, cet héritage Lambert tient une place de choix. Alors parlons-en. Quelques mois auparavant, Hubert Lambert, qui avait pour nom de plume Hubert Saint-Julien, avait dit à mon père qu'il a toujours conservé à l'esprit. Je veux que tu sois libre de faire de la politique, je veux que tu puisses t'y consacrer, et je ne veux pas que tu sois contraint de sortir de ta route pour des considérations matérielles. Je veux que tu aies les moyens financiers de ne jamais dépendre de personne, de pouvoir faire des choix, les choix que tu considères comme justes, sans être obligé de te préoccuper de la manière dont tu vas vivre, toi, et dont tu vas faire vivre ta famille. Donc, je te fais mon héritier, car je sais que la liberté que je t'apporterai, tu t'en serviras pour défendre les idées nationales. Au moment où Hubert Lambert tint ce discours, il est encore jeune. D'ailleurs, Jean-Marie Le Pen, abasourdi, lui fait gentiment remarquer que le légataire est plus âgé que son donateur, ce qui rend très hypothétique la transmission. À la quarantaine, Hubert Lambert vit encore avec sa mère. Elle s'occupe des choses qui l'ennuient, et lui, il passe son existence à se cultiver. De fait, la culture est son unique passion, et à travers elle, le combat politique. Auteur de plusieurs ouvrages, collaborateur régulier du National, le mensuel édité alors par le mouvement de Jean-Marie Le Pen, Hubert Lambert est devenu membre du Conseil national du Front. Totalement absorbé par ses activités intellectuelles, il mène certes une existence confinée, mais rien ne laisse supposer qu'il puisse mourir prématurément. Pourtant, il revient toujours sur cette histoire de testament, qu'il considère comme un acte politique mûrement réfléchi. Lambert invite même à plusieurs reprises son frère à les accompagner, sa mère et lui, chez leur notaire, ce que Le Pen refuse, jusqu'au jour où ce sont Hubert Lambert et sa mère qui se déplacent jusqu'à l'appartement de la Villa Poirier pour remettre à Jean-Marie et Pierrette Le Pen les testaments croisés qui les font héritiers. Car c'est bien la mère et le fils, et non seulement ce dernier, qui, d'un commun accord, ont décidé de transmettre ainsi leur patrimoine. Mon père prend ce testament, le met dans un tiroir, et l'oublie. Le temps passe jusqu'au décès de Madame Lambert. Elle meurt à l'été 1976, victime d'une occlusion intestinale. Son fils va la suivre quelques semaines plus tard. Vivant dans une totale fusion avec sa mère, Hubert Lambert n'a en effet pu supporter le chagrin causé par ce décès. Il se laisse littéralement mourir dans la maison de Montretout, où ils vivaient tous les deux. Il refusera même de se faire hospitaliser. À ce moment-là, au décès d'Hubert Lambert, vivait au rez-de-chaussée de la maison leur cousin. Ces derniers s'entendaient à hériter, du moins est-il logique de le penser, et apprennent sans joie excessive, ce que la suite montrera, l'exigence de ce testament qui les déshérite au profit d'un légataire universel, Jean-Marie Le Pen. S'engage alors aussitôt entre eux et mon père une partie de bras de fer homérique. Aussi furieux que désappointés, ils ont en effet interdit l'accès de la maison à Jean-Marie Le Pen. Ils lui dissimuleront même le décès de son ami quelques heures plus tôt, d'où plainte au procureur de la République, et apposition de scellés sur les parties de la maison qu'occupaient Hubert Lambert et sa mère, soit le premier et le second étage. Quoi qu'il en soit, à peine la mort de Lambert devient-elle officielle qu'une action en constatation de testament est engagée par le cousin Lambert, préambule à un procès dont tout laisse à penser qu'il sera extrêmement long. Et c'est donc dans ce contexte houleux que nous débarquons à Montretout 5 semaines après l'attentat, avec ce qu'il nous reste de bagages.
c'est-à-dire rien. En vérité, je dois dire que, n'eussent été les circonstances dramatiques qui nous y contraignaient, ma mère ne voulait pas du tout s'installer là. C'est une vieille maison, disait-elle, sombre, triste et bien trop grande pour nous. Seulement, nous n'avions plus une part où aller, excepté l'hospitalité de nos amis qui ne pouvait être éternelle, et aucun autre port d'attache en vue. Cette demeure restait le seul point de chute que nous puissions raisonnablement prouver. Nos parents n'avaient pas les moyens d'acheter quoi que ce soit, et personne ne voulait louer à Le Pen, l'homme qui venait de prendre 20 kilos de dynamite. C'est donc un peu contraint et forcé, et pas emballé du tout, que nous sommes venus nous installer dans cette maison de Montretout. On comprend que dans le contexte procédurier précédemment décrit, le climat n'est guère au beau fixe. Chez les voisins forcés que nous sommes devenus, les cousins Lambert et nous, les noms d'oiseaux volent plus souvent qu'à leur tour. Entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs, l'ambiance est donc électrique. Il n'empêche, je réussis malgré tout à devenir copine avec la dernière des Lambert, qui doit avoir 7 ans. Bien qu'enfant, nous n'avons pas moins conscience des enjeux qui séparent nos parents. Alors nous jouons un peu en cachette, dans le jardin, dans le parc. Il faut bien vivre, et la vie des enfants, c'est le jeu. De plus, j'ai un tempérament résolument gai et optimiste de nature, au point que ma mère m'a surnommé Miss Bonne Humeur. Elle m'appelait aussi Miss Trompe-la-Mort, car j'étais plutôt casse-cou, et sans aucune conscience du danger, que ce soit à vélo, à ski ou à mobilette. Bref, je joue avec la maudite voisine, et les rapports sont si tendus entre les adultes que cela fait un jour l'objet d'une discussion. Est-ce que Marine peut jouer avec la petite Lambert ? Et mon père dit oui, bien sûr. Alors, comme signe d'une indéfectible amitié, et pour sceller le pacte de non-agression entre le rez-de-chaussée et le premier étage, la petite Lambert et la petite Le Pen s'en vont, main dans la main, déposer la hache de guerre au fond du jardin. En l'occurrence un coupe-ongle que nous enterrons en grand secret au pied d'un arbre. Finalement, chacun convenant qu'un mauvais arrangement est toujours mieux qu'un interminable procès, les deux parties trouvent un accord qui nous permettra de jouir de l'ensemble de la maison. Et c'est au bout du compte, et comme toujours, le fisc qui sera le grand gagnant de cet héritage, taxé à 20% d'un côté et à 60% de l'autre. La succession sera par la suite close sur un coup de théâtre, puisque ceux qui la contestaient reconnaîtront, dans une renonciation solennelle, l'inanité de leur démarche et la parfaite authenticité du geste d'Hubert Lambert et de sa mère. La vie n'en deviendra pas facile pour autant. En effet, le cousin Lambert était déjà président de la copropriété du parc de Montretout. Après avoir quitté la maison de sa tante, il a racheté une autre maison dans le parc et s'y est installé. Si bien que les relations de voisinage ne s'en sont pas trouvées franchement huilées, car une certaine distance, fort compréhensible du reste, s'est installée entre lui et nous. Il faut ajouter à cela que nous vivions dans un site clos et privilégié, habité par des personnes aisées. Dans ce milieu, les gens tiennent particulièrement à leur intimité. L'arrivée de Jean-Marie Le Pen ne fut pas ressentie comme un présage de tranquillité. Quant à nous, les filles, il nous semblait avoir atterri en pleine cambrousse. Paris était bien loin, et nos amis aussi. C'est d'ailleurs à ce moment-là que nos parents ont vendu la maison de Minterne, près de Dreux. Minterne, ça nous paraissait vraiment comme le bout du monde. C'était surtout une maison ouverte à tous, où défilaient à l'année les copains qui venaient avec leurs enfants passer le week-end. C'est dans ces trajets Paris-Minterne que nous avons appris la plupart des chansons de l'armée et tout le répertoire de la chanson française que mon père connaissait par cœur. Il n'y avait pas de radio dans la voiture, alors on faisait la chorale tous les 5. On chantait en canon pendant le trajet qui me semblait durer des heures, d'autant que mon père avait une grosse Buick qui tombait en panne tout le temps. Il avait une prédilection assez inexplicable pour les grosses voitures américaines dans lesquelles on avait bien mal au cœur et où l'on pouvait gueuler à tue-tête les oies sauvages, la Madelon, ou le répertoire complet de la marine à voile. Il faut comprendre que la vie de la famille Le Pen était à milieu de la caricature bourgeoise qu'on sait plus depuis à en faire. Pour résumer en une image,
Le déjeuner dominical avec le gigot haricots verts flageolés, ce n'était pas pour nous. À maintes égards, nous ne menions pas le moins du monde une vie de famille traditionnelle. Tout d'abord, que ce soit à la Trinité-sur-Mer où, malgré la grande modestie des lieux, on organisait régulièrement des fêtes, ou à la Villa Poirier et à Materne, les portes n'étaient jamais fermées pour quiconque. Il y avait toujours quantité de gens, amis ou parfois simples connaissances qui passaient sans prévenir et restaient dîner, refaisant le monde jusqu'à 3 ou 4 heures du matin. Combien de fois n'ai-je pas entendu ma mère dire « Ah bon, d'accord, je fais des pâtes pour 12 quoi ». C'était la reine du plat des pâtes, parce qu'on ne commençait les repas à 4 et on les finissait immanquablement à 10 ou 12. Dans ces années de ma petite enfance, c'était vraiment la maison du bonheur, sans formalisme. Il y avait un brassage perpétuel, toutes générations confondues, des copines des filles qui passaient et entraient, l'amie de ma mère, Dany, accompagnatrice de voyage qui, dès qu'elle n'était pas en voyage, habitait à la maison, des copains de mon père qui s'invitaient systématiquement à manger au dernier moment. Tout ce monde constituait une sorte de bande où figuraient déjà ceux qui allaient devenir les compagnons politiques de mon père, mais aussi des journalistes, des gens du showbiz, ou qui en feraient partie plus tard, bref, des amis de tous les horizons et d'opinions variées. Aussi heureux soit le souvenir que j'en garde aujourd'hui, cela ne faisait toujours un peu au détriment de notre vie de famille. Et là je pense à nous, les filles. Mais c'était la vie qu'avaient choisi nos parents. Un choix, certes, peu orthodoxe au regard de la société actuelle qui place les enfants au centre de toutes les activités. Eux étaient un couple avant d'être des parents, avec ce que cela peut signifier de fusionnel. Et ils le sont restés jusqu'à ce qu'ils se séparent. Je veux croire, d'ailleurs, que c'est une des raisons de l'extrême violence de leur divorce. Leurs enfants venaient toujours après le couple, ce qui n'enlève rien à l'amour qu'ils nous portaient. Mais c'était comme cela, un apprentissage forcé de l'autonomie, y compris de l'autonomie affective. Ainsi, ils voyageaient énormément, sans nous. Les années de traversée du désert qu'a connu mon père ont en fait été des années de traversée des océans, au moment de ma naissance. C'était par exemple à bord du bien nommé Cambronne, qui plus tard fut l'Homme Tranquille, 1 puis 2. Les bateaux étaient des voiliers, bien sûr, des bateaux à moteur étant surnommés avec le plus grand mépris des promène-couillons. Mes parents ont traversé tous les deux l'Atlantique, le Pacifique. Ils sont allés aux Galapagos, à Tahiti. Le seul voyage que nous avons fait ensemble, c'était à la Martinique, aux vacances de Noël, qui ont suivi l'attentat, dans un besoin alors évident de se retrouver nous tous. Autrement, ils nous confiaient de longues semaines à Nana, Anne-Marie, la jeune bretonne qui avait rejoint la famille à la naissance de Marie-Caroline, ma sœur aînée. Nana avait seulement 14 ans, c'était l'aînée d'une famille très modeste de 8 enfants, quand elle garda ma sœur durant le premier été suivant sa naissance. Les choses se passèrent si bien que, septembre approchant, ma mère alla trouver ses parents et leur demanda s'ils accepteraient que leur fille se joigne à la famille et vienne vivre à Paris pendant quelques mois. Nana est donc venue s'installer avec nous. Elle resta 10 ans. Malgré son jeune âge, elle avait déjà quitté l'école. Bien que sa soif d'apprendre fût extraordinaire, sa débrouillardise innée et sa gentillesse infinie. Mais à l'époque, il était courant d'arrêter l'école tôt pour travailler. Dans le contexte actuel, là encore, je vais décrire une chose difficile à expliquer, mais elle devint, pour nous, 5, aussi bien la quatrième fille de la famille que la baby-sitter. Intelligente et extrêmement curieuse, elle apprit 1000 choses qu'elle n'aurait probablement pas connues si elle était restée chez elle en Bretagne. Avide de connaissances et de savoir, elle ingurgita tous les classiques que mon père lui donnait à lire et elle acquit un niveau d'instruction auquel elle n'avait, hélas, pas eu accès auparavant. Il est évident que sa présence a donné à nos parents une liberté de mouvement et d'esprit très grande et qu'ils en ont profité. Nana nous a quittés à l'âge de 24 ans pour se marier. Elle est ma marraine et je l'aime infiniment. Bien sûr, je la vois toujours autour d'une vingtaine de cafés. Elle a toujours été pour moi un élément extrêmement structurant. Mariée à un policier, ils ont tous les deux vécu très modestement dans le 20e arrondissement, tirant souvent le diable par la queue.
mais ils ont élevé 3 enfants d'une manière remarquable. La gentillesse, la sagesse, le bon sens de Nana, sa droiture et sa douceur ont toujours été un appui et un exemple pour la jeune fille puis la femme que je suis devenue. Elle est aussi pour moi la démonstration vivante que, contrairement à ce que laisse entendre une partie de la gauche, des parents modestes ne font pas des enfants délinquants. Cette idéologie consistant à trouver toujours et encore les bonnes raisons au laxisme parental, au délitement de l'éducation dans des conditions économiques difficiles, est en réalité une insulte aux gens modestes. Ils ont au contraire, souvent plus encore que les autres, à cœur de bien élever leur progéniture et de leur transmettre, plus que d'autres là encore, la valeur de l'argent, du travail et l'envie de donner plus que ce que l'on a reçu. La générosité, une belle leçon de vie. Bref, Nana ou pas d'ailleurs, nos parents bougeaient toujours beaucoup. Ainsi ma mère a-t-elle effectué un voyage quand je n'avais qu'un mois et demi, laissant durant quelques semaines le nourrisson que j'étais à la garde de mon père, ce qui en soi faisait montre d'un optimiste béat quant à la conduite de la chose. Mon père qui, à l'époque, ne savait même pas faire cuire un œuf, s'est donc occupé de moi quelques semaines durant. Comme il voyait bien que Nana, devenue une jeune femme, avait besoin d'un peu de liberté, il lui donnait de temps en temps quartier libre. Ces soirs-là, il me changeait, préparait mes biberons, un vrai exploit quand on le connaît. Je pense sincèrement que cela a contribué à créer entre lui et moi des liens un peu différents de ceux qu'il avait établis avec mes 2 sœurs. Forcé par les circonstances, il s'est peut-être senti un peu plus responsable de ce bébé, tout simplement. Quant à ma mère, au fond, il y avait chez elle une sorte de fatalisme teinté d'égoïsme tranquille. Il advenait ce qui devait advenir. Elle était amicale, riche de contacts, de baisers, d'affection lorsqu'elle était là. Mais comme je l'ai déjà dit, on ne mélangeait pas le couple et les enfants. Or le couple passait avant les enfants. Elle était d'abord la femme de Jean-Marie Le Pen, et après seulement la mère de Marie-Caroline, de Yann et de Marine. Aujourd'hui, je souris lorsqu'elle fait mine de le regretter. En fait, je crois qu'au fond d'elle-même, elle ne le regrette pas du tout. Elle a vécu 25 années extraordinaires aux côtés d'un homme qu'elle aimait passionnément. Les enfants furent la simple concrétisation de cette fusion. Un petit plus. Je le dis sans acrimonie, car il m'est arrivé d'en souffrir. La vision de ce couple si puissamment uni était aussi bon en soi une leçon. Pour elle, Jean-Marie Le Pen passait avant tout le monde. Avant nous aussi. Jean-Marie était malade, de mauvaise humeur, avait un souci, voulait l'emmener quelque part. Ni une ni deux, sans s'interroger un tant soit peu sur ses obligations à notre égard, elle plaquait tout pour le réveiller, pour le soulager, le suivre, quels que soient les sacrifices à faire pour cela. Issue de la petite bourgeoisie de Sud-Ouest, qui ne la prédisposait pas particulièrement à ce destin, ma mère fut, il faut l'admettre, de tous les coups durs. Face aux dangers, aux insultes, aux diffamations, son plus solide soutien, son repos du guerrier comme elle aimait le dire. Je l'ai vue pleurer, mais du mal qu'on faisait à Jean-Marie. Jamais sur elle-même, ou sur la vie paisible qu'elle aurait pu vivre. Jamais sur nous non plus d'ailleurs. Ce couple ultra-fusionnel était une chose incompréhensible pour la petite fille que j'étais. Il paraît inaccessible à la femme que je suis aujourd'hui. C'était au fond pour nous une leçon de la vie, un peu rude, un chemin forcé vers l'indépendance, mais il fallait bien faire avec. Nous avons donc repris une existence en apparence normale après l'attentat, cela dans un contexte qui, lui, était tout sauf normal. Avant toute chose, nos parents considéraient que nous n'avions pas à être protégés de la vie. La philosophie de mon père, que je peux comprendre mais qui se relève tout de même à terme non dénuée de risque, était de dire « Vous êtes des filles Le Pen pour la vie. Ça ne va pas être facile, alors autant vous y mettre tout de suite. » Il faut être extrêmement fort pour résister à cela. Chez ma sœur Yann, plus sensible et plus fragile, cela fait pas mal de dégâts. Sincèrement, nous en avons longtemps voulu à notre père de nous imposer ce mode de fonctionnement. Les épouses des hommes politiques disent que la politique est une maîtresse terriblement envahissante, mais ce qui est vrai pour les épouses l'est également pour les enfants. Mes sœurs et moi, nous sommes toujours plaintes, et à juste titre, de ce que notre père ne se passionnait pas pour notre vie, nos amis, notre scolarité.
Mais pour autant, je peux comprendre avec le recul. Je dirais même que plus j'avance dans la vie, comme dans le combat politique, et mieux je comprends ce qu'on a pu, à tort, prendre chez lui pour de l'indifférence. Jean-Marie Le Pen est avant toute chose un homme politique, et la politique nécessite un certain nombre de sacrifices. La vie familiale en fait partie. La phrase qui a été la sienne pendant longtemps et dont on oublie toujours la fin, je préfère mes filles à mes cousines à mes voisines, et la France par-dessus tout, n'est pas un simple slogan, encore moins une boutade. C'est sa réalité profonde, une construction, un mode de vie. La question n'est pas la profondeur de l'amour pour ses enfants. Mon père adore ses enfants. Le problème, c'est que lorsque l'on fait de la politique au niveau national et surtout dans les conditions extrêmement dures qui lui furent imposées, cela nécessite hélas de ne pas trop regarder sur les côtés. Et il ne faut pas trop regarder s'il y a des victimes collatérales, parce qu'alors, on s'arrête. Or, la douleur, les dommages provoqués jour après jour aux proches en choisissant cette voie de la politique provoquent naturellement des remords chez lui, celui qui en est la cause. Mais c'est une douleur sur laquelle on ne peut pas s'éterniser. Si on accepte de s'en avouer à soi-même le coup familial, alors on ne peut plus faire de politique. C'est tout. Et j'insiste, le contexte particulier, globalement hostile dans le cas de mon père, en dit long sur son caractère. Car faire de la politique dans les conditions éminemment difficiles qui sont et ont toujours été les siennes, c'est autre chose que de faire de la politique sur les chemins balisés qui vont de l'ENA au cabinet ministériel, en passant par les copains et les cercles, comme d'autres faisaient passer jadis par les alcôves. Faire de la politique dans les conditions de combat qui ont été celles de Le Pen, c'est âpre. S'il avait commencé à l'époque à se poser la question de savoir si ses enfants n'allaient pas souffrir, ou s'ils n'allaient pas être marqués sur plusieurs générations par le combat politique qu'il menait, un combat qui allait jusqu'à mettre nos vies en péril, il aurait probablement cessé. Il est certain que cette dualité entre l'amour paternel et l'idéal politique a été l'occasion de violents conflits intérieurs chez lui. Bien entendu, je comprends, même si cela fait mal, que certains le détestent. Mais croyez-le ou non, Le Pen est un patriote viscéral pour qui la France est au-dessus de tout, et en cela, il est à mes yeux un homme d'État. Une chose m'a beaucoup marqué dans l'éducation qu'il nous a donnée, qui n'était pas à proprement parler d'une éducation politique, mais plutôt une éducation éthique, morale. C'était une parabole sur la responsabilité et l'exercice du pouvoir. Il disait « Je suis le capitaine du bateau, j'ai 150 hommes d'équipage, et j'ai une partie du bateau qui prend l'eau. Il faut fermer la porte étanche, mais il y en a 12 qui sont à l'intérieur de la partie inondée. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà la difficulté du pouvoir, elle est là, et uniquement là, nous disait-il. Est-ce que par humanité pour les 12 qui sont condamnés, on condamne à la noyade l'ensemble de l'équipage, ou est-ce que, la mort dans l'âme et le cœur déchiré, on ferme la porte pour sauver les 138 qui restent? Voilà la problématique du pouvoir telle qu'elle m'a été expliquée dès mon plus jeune âge par mon père. C'est le sens de son engagement, de son combat politique et aujourd'hui du mien. Un questionnement éternel et plus crucial que jamais dans la mesure où personne dans la classe politique actuelle ne semble plus assumer aujourd'hui ce devoir. Or, le rôle essentiel et le plus difficile d'un politique, c'est justement de faire des choix en assumant les conséquences de ceux-ci. Le général MacArthur disait que 2 mots expliquaient tous les échecs. Trop tard. Avoir su trop tard. Avoir compris trop tard. Avoir agi trop tard.